Ainsi que vous le voyez, donc pour représenter les artisans de Petite Beauce, j'ai pris les mains d'un artisan, à savoir celle de mon père, parce que les miennes, c'est pas celle d'un artisan, c'est plutôt celle d'un gratte-papier qui n'aura jamais beaucoup à aller dehors quand il fait froid. Donc les artisans de Petite Beauce au XVIIe siècle. C'est bon, je peux commencer? Voilà. Alors, dans les campagnes françaises de l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution, ce qui compte, c'est d'abord la production agricole, qui permet de nourrir la population. Mais la production artisanale est fondamentale aussi en ceci qu'elle permet de faciliter et d'améliorer les différents travaux de l'agriculture. L'artisanat, qu'est-ce que c'est? Comme on fait à chaque fois, on définit les termes du sujet. Donc l'artisanat, c'est la forme première et élémentaire d'un secteur économique de transformation de matières brutes en produits et objets consommables et utilisables. Cependant, donc, à la campagne, dans les paroisses sur lesquelles portent mes recherches, donc mes recherches, les voici, donc ce sont les communes entre Mer et Marchenoir, donc que j'ai représentées par un trait gras, 13 paroisses de l'Ancien Régime. Donc à la campagne, est-ce qu'un artisan est un artisan à plein temps, comme on pourrait le penser aujourd'hui? Je vois mal M. Bouvet, à la fois quand il était charpentier, être charpentier, et puis travailler la terre comme un agriculteur. Eh bien, pour Pierre Goubert, spécialiste des sociétés rurales au XVIIe siècle, l'artisan n'est ni plus ni moins qu'un médiocre paysan pourvu d'un second métier qui était souvent un métier bien secondaire. Autrement dit, on a un paysan qui travaille la terre et puis qui, sur le moment où il ne cultive pas la terre, va exercer une autre activité qui fait qu'on l'appellera boucher, qu'on l'appellera tessier en toile, etc., etc. Donc la question, c'est de savoir en quoi l'artisan du village se distingue de l'artisan de la ville, et aussi voir si cela est possible, à quel moment l'artisan se détache de sa condition paysanne pour exercer son métier à part entière. Alors pour répondre à cela, je me suis appuyé sur deux livres que voici, parce qu'il faut toujours dire sa bibliographie. Donc il y a les actes de Flaran qui ont, il y a quelques années, produit quelque chose sur l'artisan au village. Donc je me suis inspiré d'un article de ce livre. Et puis donc les paysans français de Goubert dont je vous parlais. Donc ce livre, le voici. Pour tous ceux qui travaillent sur la ruralité au XVIIe siècle, c'est un petit peu la petite Bible avant de poursuivre dans des études plus pointues. Donc tout d'abord, grand 1, les différents artisans dans les paroisses. Dans le dictionnaire Furtière de la fin du XVIIe siècle, on trouve pour artisan la définition suivante. Ouvrier qui gagne sa vie en travaillant aux arts mécaniques comme cordonnier, serrurier, menuisier, chapelier, etc. Cette définition s'applique autant pour les artisans de la campagne que de la ville. Alors en ville, on a depuis au moins le XIVe siècle, la plupart des artisans ont mis en place ce qu'on appelle une organisation collective, une communauté de métiers, à laquelle on donnera ensuite le nom de corporation à la fin du XVIIIe siècle, quand finalement elle sera supprimée lors de la Révolution française. Donc en fait, cette corporation, cette communauté de métiers, c'est la structure. Cette communauté, elle détient le monopole de la fabrication et ou de la vente d'articles et de produits. Par exemple, à Blois, ceux qui produisent des chandelles, donc les chandeliers, eh bien, à chaque fois, ils doivent suivre une sorte, aujourd'hui on dirait, de cursus, apprenti, compagnon, puis maître, et à chaque fois, ils ont tout un tas de normes à respecter. La norme, c'est la sécurité d'avoir un produit de bonne qualité. Ce qui est important, c'est de faire de la bonne qualité pour avoir une bonne réputation. Voilà. Et donc, dans les villes, d'une certaine manière, il y a un gros cahier des charges qui est fait pour faire en sorte qu'à chaque fois, on vende des choses qui respectent la qualité. Donc, cette communauté réglemente les étapes du travail, les conditions d'admission, de formation et d'emploi dans le secteur. Chaque corps de métier se compose de 3 catégories, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en bas, vous avez l'apprenti. Ensuite, les compagnons et au-dessus, les maîtres, maîtres artisans. Dans chaque ville, le nombre de maîtres est limité, tout comme celui des compagnons et apprentis.
afin que, on ne va pas prendre 10 apprentis, si on veut que chaque apprenti connaisse bien le métier, on en prend 1, 2 ou 3. L'apprenti qui a effectué son temps, qui peut être très variable, devient ensuite compagnon salarié. Mais, ainsi que vous voyez sur l'écran, autant il peut être assez facile de apprenti devenir compagnon, autant il peut être compliqué de compagnon à devenir maître artisan. En effet, autant, pour faire simple, au Moyen-Âge, c'est assez systématique, facile, il faut donc faire un chef-d'œuvre pour ensuite pouvoir prétendre à être maître artisan. Autant, au XVIIe siècle, c'est en train de se restreindre. C'est-à-dire que, c'est simple, pour être maître artisan, un compagnon, même s'il a fait son chef-d'œuvre, il ne sera pas maître artisan. Alors, il sera maître artisan s'il se marie avec la fille du maître artisan, ou s'il se marie avec sa femme, une fois que le maître artisan est mort. Donc ça veut dire que les conditions pour, aujourd'hui on dirait la promotion sociale, ces conditions sont de plus en plus fermées, bloquées. En France, durant le XVIIe siècle, les communautés de métiers s'attachent à renforcer le contrôle sur les compagnons par crainte des désordres publics. Pour faire simple, les compagnons, ils sont assez remuants. Pour résumer, on a l'impression donc que finalement, cette organisation des métiers, c'est une sorte de carcan qui contrôle chaque corps de métier et chaque production. Dans les villes, donc on a vraiment une structure qui veut, d'une certaine manière, tout gérer, tout régler, tout maîtriser. Eh bien, à la campagne, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, parmi les campagnes, forcément, les campagnes de Petite Beauce, celles où on est. En effet, le nombre de maîtres n'est pas déterminé d'un village à un autre. Et la concurrence est moins rude et ne nécessite pas des normes draconiennes. Toutefois, il y a le même système de apprentis, compagnons et maîtres. Beaucoup de métiers d'artisans nécessitent un apprentissage. Je vous en ai mis quelques-uns ici, trouvés au fil de mes recherches et qui concernent des métiers différents, avec des conditions différentes. Donc là, je vous ai mis le premier 1612, le deuxième 1647, le troisième 1685, pour qu'on voit que tout au long du XVIIe siècle, globalement, c'est toujours à peu près les mêmes conditions qui reviennent. Je vous laisse le temps de relire un petit peu. Donc en 1612, ça c'est dans le registre du notaire de Jaune, on voit donc cet apprenti qui s'appelle donc Jeancien Moulard, qui est âgé d'environ 18 ans, qui est placé par certainement son tuteur, après la mort de ses parents, et qui va donc être placé chez Jean Marguin, qui est maréchal de Forges. Donc maréchal de Forges, c'est maréchal ferrant, à Jaune. Et on voit donc la durée qui est de 3 ans pour devenir maréchal de Forges. En 1647, donc ça c'est les minutes du notaire de Villemusard, parce qu'autrefois il y avait un notaire à Villemusard. Villemusard, autrefois, ça je reviendrai, c'était un bourg dynamique. C'était là où il y avait certainement le chemin qui allait de Beaugency à Vendôme. Et donc il y avait plusieurs auberges, et comme il y avait plusieurs auberges, il y avait quand même pas mal d'activités. Donc à Villemusard, on voit donc que Michel Camus est donc employé comme apprenti chez, et c'est ça qui est bizarre, chez Louis Thauvin, Charon, qui est à Sermaize. Alors que Sermaize et puis Villemusard, c'est pas pour autant très très proche. Et donc lui, ça va être durant un espace de 7 mois, si vous le voyez. Et à chaque fois, il y a les conditions, à savoir, alors j'ai simplifié parce qu'il y en a beaucoup plus, montrer le métier de charron, et ensuite il doit l'alimenter. Et ensuite, il y a tout un tas de clauses. Si toutefois il est malade, si toutefois il veut terminer le contrat avant, il faudra payer au prorata. Et à chaque fois, il faut payer. Donc l'apprenti et puis celui qui s'occupe de lui doit payer une certaine somme pour dédommager le maître de stage. Et enfin, donc, vous avez Denise Duhoux, qui elle, c'est pareil, elle a été placée en tutelle, certainement à la suite du décès de ses parents, et elle va être placée à Villexanton pour apprendre le métier de couturière. Alors ce métier de couturière, donc là c'est pour 1 an l'apprentissage, ce métier de couturière, c'est ça qui est intéressant, parce que dans les métiers de l'artisanat, c'est le seul métier qu'on trouve.
autant on va trouver beaucoup de métiers d'artisans, autant pour les artisanes, il n'y a que couturières. C'est vraiment la spécificité du monde féminin, couturière. Après avoir été apprenti, le jeune devient compagnon. De la même manière, j'ai pu en retrouver quelques traces. Ainsi, à Jaune, il y a la mention d'un compagnon cordonnier en 1701, un compagnon texier en toile, donc tisserand, en 1700, puis un autre en 1701. Et ces métiers nous invitent aussi à comprendre le monde rural dans lequel on était, c'était que s'il y a des tisserands, ça veut dire qu'il y a de l'élevage pour tisser la laine. Donc on voit le rapport tout de suite entre l'agriculture et donc le monde de l'artisanat. Normalement, une règle tacite veut qu'un compagnon qui devient maître ne s'installe pas dans le même lieu que son ancien maître, en effet, sinon ça ferait de la concurrence. Cependant, toujours à Jaune, cette règle n'est pas appliquée. De toute façon, à Jaune, il se passe toujours des choses, c'est classique. Oh, moi, je balance, moi. J'ai pas peur. Après, c'est la chapelle qui va s'en prendre, de toute façon. Voilà. Alors, ainsi, en 1701, on trouve la mention dans les registres paroissiaux de Jacques Camus. Donc, les registres paroissiaux de Jaune, ils sont bien parce que le prêtre notait, donnait plein de détails. Alors, c'est bien, mais alors à dépouiller, c'est long. Parce que, voilà, puis en plus, Jaune, il y avait à peu près quelque chose comme 700 habitants, donc c'était un bourg assez rempli, donc dépouiller, c'est long. Donc on trouve la mention dans les registres paroissiaux de Jacques Camus, cordonnier demeurant au bourg de Jaune, et Marin Beaujouan, compagnon cordonnier demeurant chez Jacques Camus. Et en 1705, on retrouve ce même Marin Beaujouan, cordonnier, alors même que son ancien maître Jacques Camus travaille toujours. Est-ce qu'ils ne s'entendaient pas? On ne sait pas. Est-ce qu'il a repris la boutique d'un autre cordonnier? C'est possible, parce qu'il y avait deux cordonniers en même temps à Jaune. Donc c'est là où on voit que même dans des villages, petits villages, il y a plusieurs artisans d'une même profession. Alors maintenant, je vais vous faire un petit peu participer à ma conférence. Donc dans les campagnes, les maîtres artisans peuvent être regroupés en 4 catégories. Il y a ceux en rapport avec les travaux de l'agriculture et des animaux. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Maréchal Ferrand. Bonne réponse. Charron. J'ai pas entendu. Boucher. Alors ça sera après. Boucher. Bourrelier. Bourrelier. Et puis, alors Ferblantier, c'est plutôt au 19e siècle. C'est pas tout de suite. Ouais, ça sera tonnelier. Ensuite, il y a ceux en rapport avec la construction de bâtiments. Maçon, charpentier. Alors plâtrier, c'est pas cette époque-là. Ah oui, oui. Et puis charpentier couvreur. Alors des fois, il y a la distinction qui est faite. Il y a le charpentier couvreur, et puis des fois aussi il y a le charpentier en moulin. Alors ça, c'est quand même une spécialité, on ne les rencontre pas dans tous les villages. Ensuite, en rapport avec le textile et l'habillement. Donc tisserand, texier en toile, ça se disait à cette époque-là. Non, pas teinturier. Couturière, tailleur, et puis cordonnier. Et enfin, il y a les métiers artisanaux en rapport avec l'alimentation. Meunier, boulanger, boucher. Alors justement, le meunier, je ne vais pas en parler, parce que le problème c'est que le meunier, bon alors, c'est un monde en lui-même, il y a beaucoup de documentation. Madame Méa, que je cite très très souvent dans mes conférences, parce que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour la connaissance de l'histoire de Talcy, en a beaucoup parlé, et puis même il y a eu des articles qui ont été faits sur les meuniers en Petite-Beauce, donc j'en parle pas. Peut-être que j'en ferai une conférence si après le sujet s'y prête, mais... Et puis surtout, ça laisse quand même ça de la place à d'autres artisans dont on parle moins d'habitude. Je passe à la suite. Donc je reviens sur mes petits villages. Certains artisans peuvent parfois exercer 2 métiers en même temps. Ainsi, en 1674, à la Madeleine-Villefrouin, parce que la Madeleine est une petite commune aujourd'hui, mais il y a une vie artisanale tout aussi intéressante autrefois. Puis c'est aussi que j'ai dans la salle des gens qui viennent de la Madeleine, donc à chaque fois, il ne faut pas l'oublier. Donc on trouve Ambroise Charbonneau, qui est charpentier, mais aussi parfois nommé menuisier. Bon, alors en même temps, c'est le travail du bois. Donc, d'une certaine manière, c'est une complémentarité plus qu'une opposition. De même, à la chapelle Saint-Martin,
Jacques Lemaire est dit marchand boulanger et boucher en 1715. Et c'est là où on voit que finalement, quand les termes qui sont utilisés ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il est paysan, de temps en temps il fait du travail de boucherie, de temps en temps il fait du travail de boulangerie, puis de temps en temps il est appelé boulanger, de temps en temps il est appelé boucher. Voilà. Mais là encore, c'est des métiers de bouche. Par contre, à Jaune, en 1694, on trouve la mention dans les registres paroissiaux du décès de Sébastien Tournaillon, qui est boulanger et cordonnier. Là, rien à voir. Pourtant, il est quand même dit les deux. Plus les artisans pratiquent des métiers en même temps, plus ils s'éloignent des travaux de la terre. Et c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que ce sont des paysans avec autre chose? Bien là, certainement, c'était plus des artisans avec un peu de terre qui continuent à exploiter. Voici maintenant une carte qui recense tous les métiers d'artisans que j'ai trouvés entre 1600 et 1715 dans les villages et hameaux du secteur. J'insiste sur le fait que cette carte ne montre pas tous les métiers qui devaient exister, mais seulement ceux, pour l'instant, que j'ai pu trouver grâce au registre de baptême à sépulture et aux archives de notaires. Je vous montre tout ça, c'est dense. Voilà. Donc là, on voit, par paroisse, les métiers d'artisans, sachant que l'essentiel, c'est quand même des métiers de laboureurs et vignerons. Pourquoi on précise textile en toile? Je ne sais pas, c'est la formulation qu'il y a. C'est tout. Après, savoir des fois ce que ça recouvre, le métier, c'est compliqué. Est-ce qu'un maréchal ferrant de l'époque, il travaillait de la même manière qu'un maréchal ferrant au début du XXe siècle? Vraisemblablement oui et vraisemblablement non. Mais après, s'il n'y a pas des explications plus approfondies, on reste juste à ce qu'on sait, c'est-à-dire la façon dont ils sont nommés. C'est tout. Alors tous ces métiers trouvés, donc ça en fait quand même pas mal. Alors ça fait un peu surchargé, hein, mais bon, si on veut que tout le monde tout rentre, et puis à chaque fois chacun regarde par rapport au village d'où il est pour savoir un petit peu ce qu'on y trouvait. Tous ces métiers n'ont pas forcément existé en même temps, et leur plus ou moins grande diversité est aussi fonction de la taille de la paroisse. Alors je vais revenir dessus un petit peu après. Donc la taille de la paroisse, il faut quand même revenir là-dessus, c'est important, parce que tout le monde n'habite pas dans les environs de Talcy, et puis à cette époque-là, la population n'était pas la même qu'aujourd'hui. On voit que les villages, donc ça c'est pour les feux pour 1665, donc les feux, c'est les familles. Donc la question c'est, on a le nombre de familles. Mave, il y avait 139 feux. Alors la question c'est, une famille, c'est combien d'habitants? Alors les historiens modernistes, des fois, se déchirent pour savoir si c'est 4,2 qu'il faut mettre comme coefficient multiplicateur ou bien 4,4. Alors essentiellement, en moyenne, globalement, bon, moi j'ai fait un ordre de grandeur. Pour Mave, par exemple, autrefois il y avait 630 habitants. Pour Talcy, 75 feux, bah, ça fait à peu près 300-350 habitants. Je rappelle qu'aujourd'hui à Talcy, il y a 250 habitants en moyenne, à peu près. Et donc les paroisses de l'époque où il y avait beaucoup d'habitants dans notre secteur, c'était donc Jaune, environ 800 habitants avec 176 feux, Cery, 132 feux, donc 600 habitants, la Chapelle Saint-Martin, pareil un petit peu à peu près, et puis bah, vous avez des paroisses comme Mulsanne, Villexanton-Talcy qui sont à peu près aux alentours de 60-70 feux, donc 300-350 habitants. L'Orge un peu plus, 93, et puis vous avez des paroisses pour lesquelles on ne connaît pas leur nombre d'habitants pour une raison très simple, c'est que la Madeleine-Villefrouin à l'époque était associée avec Villeneuve-Frouville, quand bien même ça ne se touche pas à chaque fois, ils sont regroupés, donc forcément pour savoir indépendamment combien ils sont, on ne sait pas. Et ensuite, Concry et Roche-Briou sont toujours comptabilisés ensemble, parce qu'ils sont tout petits. Et il y avait une expression du XVIIIe siècle qui disait Concry et Roche-Briou valent pas la moitié d'une tête de clou. Voilà.
Alors, pour maman qui vient de concréer, c'est dur à encaisser. Voilà. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est qu'on voit finalement que, à partir du seuil, si on regarde Talcy et Villexanton, on voit donc 67 feux pour Villexanton, 75 feux pour Talcy, et on voit que c'est un peu le seuil pour obtenir, on va dire, une dizaine de métiers d'artisans différents. Si vous comptez là, il y en a 9. À Talcy, ici, il y en a 10. Donc on voit que c'est à peu près le seuil pour être à peu près à l'ensemble des artisans proposés. Alors après, forcément, quand vous êtes à Jaune, une paroisse qui est plus importante, vous n'avez pas forcément un seul artisan par paroisse, vous en avez peut-être 2, vous en avez peut-être 3. Quand je dis artisan, c'est du même secteur. Par contre, quand vous êtes en dessous de 60-70 feux, vous aurez que quelques catégories d'artisans. Je pense notamment à la Madeleine, vous avez quand même un charpentier menuisier, un maçon. Alors aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour Bourrichard, il y a quand même aussi des artisans qui étaient nommés. Pour Briou, bourrelier, charpentier, cordonnier. Donc ça veut dire qu'on n'a pas, en gros, les 10 types d'artisans, on en a quelques-uns, et à partir de 60-70 feux, globalement, on a tous les artisans. En gros, pour faire simple, à partir de 300-350 habitants, globalement, un village est autosuffisant. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Alors j'ai indiqué avec des couleurs particulières certains métiers de l'artisanat. Donc les couturières, donc tout à l'heure je vous avais montré un contrat d'apprentissage. Donc vous avez une couturière à Seury, à Jaune, vous en avez une à Villemusard. Vous voyez qu'à Villemusard, le nombre d'artisans est quand même assez important. Et puis également à Talcy. Donc des couturières, il devait y en avoir régulièrement dans les villages. Je vous ai également montré, à Seury, si vous regardez bien vers le bas, vous avez un tailleur de pierre. Et également à Villemusard. Ici, un tailleur de pierre, ce qui est intéressant, c'est de poser la question, où étaient les carrières de pierre? Alors si c'était à Mab, on se dirait, c'est les carrières de Pontijoux. Mais là, on n'est pas à Mab. Et on n'a pas de réponse. Alors, on trouve aussi, ça c'est surprenant, un serrurier à Villemusard. Et des serruriers, on en trouve aussi à Marche-Noire. Et à chaque fois, il y en a 1, 2 ou 3. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même suffisamment de travail. Alors qu'est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce qu'ils travaillaient le métal? Voilà. Là, vous êtes en train de vous poser les mêmes questions que moi. J'ai les questions, j'ai pas les réponses. Ensuite, je vais faire un instantané de la situation dans 3 lieux différents. Alors Talcy, en 1619. Pourquoi? Parce qu'on a les minutes du notaire, puis parce que je fais ce que je veux. Voilà, c'est le Talcy. Ensuite, Villemusard, en 1649, parce qu'on a les minutes du notaire et qu'il se passe pas mal de choses à Villemusard à ce moment-là. Et puis à la Chapelle-Saint-Martin en 1695, en exploitant à chaque fois donc les minutes de notaire, parce que globalement, elles sont assez riches en informations. Donc pour Talcy, voilà la situation en 1619. Donc là, on a un instantané. Vous avez donc un boucher. Alors, j'ai mis des fois le nom en plus pour dire dans les archives comment on les trouve. Boucher vigneron, vous avez un charpentier, donc Jean-Sien Moulard, lui qui est seulement couvreur, Jacques Billard qui est charpentier et couvreur, et ensuite les autres, ils sont charron, cordonnier, maçon, maréchal de forge, texier en toile. Donc j'ai mis les noms parce qu'il y a des noms qui reviennent et qui sont encore présents aujourd'hui. Les maçons n'étaient pas originaires du coin apparemment. Tu veux me couper l'herbe sous le pied ou quoi? Alors, je vais y revenir. Si justement je ne parle pas des meuniers, c'est pour laisser la place aux maçons. Alors, ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai mis un pourcentage globalement approximatif des artisans par rapport à l'ensemble de la population. Et globalement, vous allez voir que ce soit pour Talcy en 1619, que ce soit pour Villemusard en 1649, parce qu'à Villemusard, il y avait 43 chefs de feu à l'époque, ce qui fait entre 150 et 200 habitants. C'est quand même pas rien. Une vie villageoise assez fournie. Boucher, charron, maréchal de forge, tailleur de pierre et maçon.
Et donc là, pareil, à peu près 9%. Bon, après, c'est sur des petits nombres. Mais la chapelle Saint-Martin en 1695, là, on est déjà sur une population d'environ 600 habitants, c'est quand même pas rien. Et donc, on voit toujours des noms qui continuent à exister, que ce soit Chevaux, Bourlier, que ce soit Boutet, que ce soit Deschamps. Donc, ce sont des noms qui n'ont, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas bougé, mais qu'on retrouve encore. Et là encore, si on regarde le pourcentage à la fin, on est à peu près à 9%. Donc c'est toujours les artisans, c'est à peu près 10% de la population du village. Et quand on lit après ce qu'il y a, enfin, d'autres gens qui ont fait des articles pour d'autres catégories, d'autres régions de France, c'est pareil. C'est toujours à peu près 10%. Je continue. Là, je vais aller ensuite à la chapelle Saint-Martin, parce que dans les minutes du notaire de la chapelle Saint-Martin et les registres paroissiaux, il y a la mention des hameaux. Et donc, on voit un petit peu la répartition en 1695 des différents artisans dont j'ai parlé. Donc, vous voyez qu'à la chapelle, vous avez 2 charpentiers, 2 mentionnés, 2 charrons à Chouzy, un charpentier, un cordonnier, un tonnelier à Morvilliers et un bourrelier au Villiers. Ça peut paraître assez bizarre, cette répartition. C'est comme ça. Après, certainement qu'il y avait d'autres choses à trouver qui ne sont pas forcément indiquées dans les archives. Bon. De toute façon, on ne travaille qu'à partir des archives et on a une connaissance lacunaire, mais on a déjà quand même quelques informations. Alors, parmi les artisans, il faut réserver un sort aux protestants. Il y a 4 ans, quand j'avais fait la conférence à la chapelle du Villiers sur les artisans, je ne savais pas qu'il y avait des protestants qui étaient artisans. En même temps, je n'avais pas encore dépouillé les registres protestants du secteur. Là, je l'ai fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ici, on est dans un fief du protestantisme. Ce qu'il y a au-dessus de la cheminée, ce n'est pas du XVIIe siècle, c'est du XIXe. Mais ce n'est pas grave, on est dans un fief du protestantisme. Et donc, eh bien, on voit, quand on examine les registres paroissiaux, les registres protestants, excusez-moi, de Lorge et Marche-Noire, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vignerons protestants, il y a beaucoup de laboureurs protestants, et puis il y a des artisans protestants. Alors, ces registres, qui sont conservés entre 1652 et 1685, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1685 ? La révocation des Dits de Nantes, où les protestants sont obligés de devenir catholiques, de force. Et bien donc, entre 1652 et 1685, dans les registres protestants, on trouve ça. Tout d'abord, là où on trouvait des protestants. Alors, ainsi que vous le voyez, il n'y en a pas à Talcy. Il n'y a pas d'artisans protestants à Talcy. Il y avait des habitants de Talcy qui étaient protestants. J'avais fait une conférence précédente où j'avais retrouvé le cimetière protestant, où est-ce qu'il se situait par rapport à Talcy. Mais là, on voit surtout que c'est surtout cette catégorie, donc essentiellement jaune, l'orge, c'est pas très surprenant, Brioude. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on trouvait comme protestants dans ces villages? Eh bien, je vous les montre tout de suite. En gros, on pense souvent que c'est le jaune où il y avait le plus de protestants. C'est pas vrai. Le fief du protestantisme dans le secteur, c'est Villemusard. Alors, pourquoi? L'Orge, on sait que les seigneurs de Rohan étaient protestants, donc ça pouvait constituer une forme de protection. Mais Villemusard, c'était vraiment un nid de protestants. Après, Brioude, il y en avait quand même aussi pas mal. Et puis, quand on est observateur, on se rend compte qu'il y a des professions qui sont plus représentées que d'autres. Si on regardait bien, il y a les bourreliers, voilà, il y a les maréchals ferrants aussi, et puis les cordonniers. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, très souvent, c'est parce qu'ils sont tout le temps en famille. C'est-à-dire que des fois, quand vous regardez les archives, vous voyez que un tel est cordonnier dans un village, un tel autre est cordonnier dans un village, c'est son cousin, un tel autre est cordonnier dans un autre village, c'est le frère. Voilà. Donc, en gros, pour ne pas se faire concurrence, on va dans un autre village, mais à chaque fois, on est de la même famille, donc on est protestant. Et donc, ça se voit un petit peu dans les registres protestants.
Après, je laisse de côté le protestantisme. On peut se demander quelle était la place des artisans. Est-ce qu'ils sont importants dans la communauté villageoise ou pas? Alors là, ce n'est pas forcément évident à savoir, dans la mesure où beaucoup de rôles de taille, c'est-à-dire les registres d'impôts, n'ont pas été conservés. Et là, ironie de l'histoire, les seuls conservés, c'est Roche, Contrier, Brioude. Mais qui ne payaient pas beaucoup d'argent parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Roche, Contrier et Brioude ne valent pas la moitié d'une tête de clou. En conséquence, je ne vais pas utiliser les rôles d'impôt parce qu'il n'y en a pas, mais je vais utiliser un autre rôle que j'utilise régulièrement dans mes conférences, c'est le rôle de mise en glandée des porcs. Madame Leroux s'en rappelle. Celle-ci en 1619. J'ai de la mémoire, Madame Leroux, n'oubliez pas. Alors, voilà. Et donc, cette répartition, elle montre, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au mois de septembre, vous avez quelqu'un qui vient, qui a la possibilité d'exploiter les forêts, que ce soit dans le secteur des forêts de Blois, les forêts de Boulogne pour Chambord, et qui dit aux habitants, voilà, vous avez des cochons chez vous, et si vous voulez, eh bien, vos cochons, on vous donne la possibilité de venir, enfin de les déplacer pour aller dans la forêt de Blois ou la forêt de Boulogne pour qu'ils viennent manger des glands. Donc c'est intéressant pour le paysan, parce qu'en fait, quand il va revenir, le cochon, il sera plus gros. Alors il n'aura pas fait du gras, il aura fait du muscle. Et puis en plus, pour les forêts, c'est bon, parce que ça permet de fouiller le sol, de retourner le sol, donc c'est bon. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au mois de décembre, ensuite quand ils reviennent, bah, si vous avez fait en sorte que 3 cochons partent, bah, sur les 3 cochons, il y en a un que vous allez égorger pour ensuite faire de la viande. Et donc là, ces rôles de mise en glandée des porcs, eh bien, ils nous permettent de savoir, vu que, alors quand vous les retrouvez dans les registres de notaires, c'est simple, vous avez le nom et en face, vous avez le nombre d'animaux qu'ils mettent en glandée. Et donc là, on voit que les artisans, eh bien, essentiellement, il y en a un qui met 2 pièces, donc 2 pièces, c'est soit un cochon, des fois on va trouver le nom de bâtardeau, ou bien une pièce, donc en glandée. Donc on voit que dans la hiérarchie villageoise, par rapport aux laboureurs, ils sont moins fortunés, et que globalement, ils sont à peu près au même niveau que les vignerons, ou que ceux que j'ai pas réussi à déterminer. Donc ils sont au bas de l'échelle sociale, mais ils ne sont pas au plus bas de l'échelle sociale. Ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale, ils n'ont pas de cochon. Donc ils ne figurent pas dans ce tableau. Et donc, comme ils ne sont pas complètement au plus bas de l'échelle sociale, eh bien, d'une certaine manière, on va dire qu'ils sont modestes et qu'ils se marient, soit, alors, une fille d'artisan se mariera avec un fils de vigneron, ou bien un fils de meunier, ou bien, voilà, ça veut dire que j'ai des problèmes de son. Ça bug un peu. Bon, je vais voir. Alors, en quoi consistaient les métiers présentés? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément facile à savoir. Pour les bouchers, ils étaient certainement employés au moment où on égorgeait les porcs, c'est ce que je disais tout à l'heure, au mois de décembre, à un moment donné où il y a moins d'activité agricole. Pour les autres, que ce soit les animaux de basse-cour, tout ça, bah, quand on était un riche laboureur, les domestiques suffisaient largement pour s'en occuper, donc il n'y avait pas besoin d'un boucher. Pour les boulangers, alors ce que j'avais appris à l'université, c'est que à chaque fois qu'un villageois venait chez le boulanger pour faire du pain, eh bien le boulanger prenait la farine, il mettait une petite partie de côté, c'était son salaire, et avec le reste, il cuisait donc du pain. Alors c'était des grosses boules de pain, des grosses miches, qu'ensuite on donnait aux paysans. Et ensuite, eh bien, le paysan, à chaque fois, quand il donnait à manger aux gens, en fait, il coupait de larges tartines. Ces tartines, au début, quand le pain il est frais, ça va, mais ces grosses miches pouvaient durer un certain temps. Et donc, ce qu'il fallait, c'était que pour assouplir ce pain sec, eh bien, on mettait généralement une forme de mélasse, enfin quelque chose qui avait cuit dans un chaudron, avec des poireaux, enfin tout un tas de légumes, pour attendrir, amollir le pain.
Et c'était ça qu'on mangeait. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on mange plus d'1 kilo de pain par jour. C'est la nourriture principale. Alors ensuite, est-ce que ce que je vous ai dit là se rencontrait dans nos villages? Je ne sais pas. Globalement, c'est vraisemblable. De la même manière, pour les texiers en toile, c'est-à-dire les tisserands, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est une planche de l'encyclopédie, donc c'est du milieu du XVIIIe siècle, où on voit un petit peu que ils utilisent donc cet instrument chez eux. Donc avec la navette, le temple, donc c'est une installation chez eux, donc pour filer la laine. Et ensuite, il y avait des gens qui venaient, enfin de la ville, qui venaient chercher tout ça pour ensuite le commercialiser. Mais à chaque fois, là, on est dans un travail assez rudimentaire. Benoît, excuse-moi, Ouais. c'était du lin dans Du lin, moi je pense que c'est, je vais pas m'avancer, je pense que c'est de la laine. Il y a de l'élevage de toute façon dans le secteur. Chanvre. Ouais, j'ai pas de mention par rapport à ça. J'y ai déjà pensé, mais j'ai pas d'éléments pour répondre. Pour faire des draps, c'est ce qu'ils avaient en général, du chanvre. Ah oui, non mais c'est possible, mais moi j'ai juste la mention au textile en toile ou tisserand. Voilà. Après, si on veut rentrer dans les détails, la meilleure source, c'est les archives judiciaires. Dans le secteur, il n'y a que à Talcy où il y a, on va dire, une épave de justice seigneuriale, et ces mentions-là, je les ai pas vues. Après, je dis pas que ça n'existait pas. Ça a été compté dans les héritages, les avoirs. Oui, mais De pièces de drap. oui, mais ça dit pas la nature des draps. On peut dire des draps, des serviettes aussi, c'est indiqué, mais ça dit pas la nature, en quoi c'est fait. Après, c'est pas parce que nous, on a aussi une connaissance de ce qui se faisait au XXe siècle, que c'est transposable sur le XVIIe siècle. Voilà. Les métiers changent, les matières aussi changent. Au 20e, on ne fait plus de drap de lin. Alors, non plus, je ne connais pas les techniques pour les charrons, pour les bourreliers qui travaillent la bourre et le cuir, afin de réaliser des pièces d'assemblage, des pièces d'attelage, excusez-moi, pour le travail des chevaux, ni pour les maréchaux ferrants, ni pour les tonneliers. Tous ces derniers métiers cités sont en prise directe avec le travail de la terre. Alors, est-ce que dans nos petits villages, ces artisans avaient suffisamment de travail avec ça pour vivre? Ou bien était-ce une spécialité qui leur était reconnue en plus du travail de la terre et qu'ils accomplissaient à des moments bien déterminés de la journée, avant ou après le travail des champs, davantage durant les moments creux du travail agricole, donc novembre-décembre? À mon avis, même si je n'ai pas de preuves, ceci devait dépendre d'un métier à un autre. Ainsi, je vous l'ai dit, pour Boucher, vraisemblablement, le moment où il y avait plus de travail, c'était au mois de décembre. Même le maréchal Ferrand, qui fabriquait les fers, ne passait pas son temps uniquement à cela, comme je le démontrerai plus tard. Maintenant, je vais davantage m'intéresser au métier du bâtiment. Alors pourquoi? C'est simple, on a des contrats, des marchés entre un client et un artisan. Là, maintenant, je vais vous montrer deux cartes et des listes de métiers, mais en prenant le problème dans l'autre sens. Je m'explique. Aujourd'hui, admettons, vous avez besoin d'un charpentier. Vous avez un toit à refaire. Comment vous faites? Alors, il y en a de Talcy qui vont dire, Claude, tu connais quelqu'un qui fait le travail bien et qui coûte pas trop cher? Parce que qui bosse, l'argent, c'est important. Alors, il y a ça, donc la réputation. Est-ce qu'on connaît les gens? Ou bien, vous allez sur Internet. Ah ben non, mais il faut vivre avec son temps. Ou bien, vous prenez les pages jaunes pour savoir où il y en a près de chez vous. Donc, dans quel lieu en trouver? Alors, voilà. Donc là, voici les villages où sont mentionnés des charpentiers. Donc tout à l'heure, on avait l'ensemble des villages avec l'ensemble des artisans possibles. Là, voici juste les charpentiers. Donc on voit qu'il y en avait à La Chapelle, à La Madeleine, Villers-Santon, Talcy, Brioude, Villemusard, Lorges et Jaune. Donc limite, la question après, c'est de se poser la question, comment ça se fait qu'il n'y en ait pas à Seury, alors que c'était un village qui était assez grand. Peut-être qu'il y en avait, mais peut-être que ça n'a pas été mentionné dans les registres, c'est tout. Après, dans les autres villages, c'est pareil. Montrier, Roche, Le Plessis-l'Échelle, est-ce qu'il y en avait? C'est possible. Ils pouvaient se déplacer Aussi. Parce qu'après, la question, c'est la concurrence, de toute façon. Est-ce qu'on a suffisamment de quoi faire dans le village? Et puis est-ce qu'on a une idée de leur production? Forcément, si je pose la question, c'est que j'ai la réponse.
Et la réponse, en fait, il y a 4 ans, quand j'ai fait ma conférence, la première fois sur les artisans, je n'avais pas pensé. Pour les charpentiers, on a des cartes qui nous disent à quoi ressemblaient les toits. Et donc, j'ai commencé par concrier, parce qu'il n'y a pas de raison. Et que surtout, on a des plans. Alors ça, c'est un plan magnifique, que j'utilise très très souvent, retrouvé dans le chartrier du château de Talcy. Donc ce sont les plans de l'ancien seigneur de Fontenailles. Ces plans, ils datent de 1620-1625. Donc c'est un trésor. Et là, on voit donc que les toits, comme ils sont peints en rouge, c'était donc des toits en tuiles. Sauf l'église, en effet, qui est représentée en bleu. Donc, l'ardoise. De la même manière, roche. Vous voyez bien la petite place triangulaire qui était l'ancien cimetière, clos de mur, et donc là, pareil. Les toitures sont rouges, donc de la tuile, sauf le clocheton ici. Bon, moi je le vois parce que le document, je l'ai sous les yeux plus souvent. J'ai pas fini. Ça, c'est donc le château de Fontenailles qui n'existe plus. Il n'existe plus qu'un puits quelque part. Et donc là, vous voyez les parties importantes, les parties nobles, ici en ardoise, avec l'entrée ici, et tous les bâtiments d'exploitation en tuiles. En plus, on voit bien les petits traits qui indiquent les tuiles. Est-ce que j'ai fini? Eh ben non. On va aller du côté de Mave. Alors ça, c'est pas dans le chartrier du château. C'est Marmoutier, donc du côté de Tours. Non, excusez-moi, c'est pas Marmoutier, c'est Saint-Martin de Tours, qui était le seigneur de Mave. Et donc, Saint-Martin de Tours a fait représenter différents lieux dont il était le seigneur, notamment Mave, avec l'église. Et là, c'est quand même paradoxal. Vous voyez une église à moitié couverte d'ardoise, à moitié couverte de tuiles. C'est pas le clocher de Mave, ça? Alors, de toute façon, l'église de Mave a été refaite au XIXe siècle. Ah oui. Voilà. Et donc là, il y a écrit démonstration. Donc démonstration, ça veut dire carte de l'église de Mave en Beauce, fondée de Saint-Dié. Donc le vocable de Mave, c'est Saint-Dié, de face du côté du midi, donc du côté sud. Donc là, ici, c'est la place qui était autrefois le cimetière, tout simplement. Alors ça, c'est d'un côté, et on a de l'autre côté. Et là, on voit que, finalement, il n'y a que le clocher, et puis le chœur, qui sont en ardoise, et le reste, la nef, qui est en tuile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, je reviens en arrière, on a une partie quand même qui est faite en ardoise. Alors que là, dans la nef, on a ici tout qui est fait en tuile. Mais ça a dû changer parce que le clocher de Mave, il n'était pas situé là. Hein. Aujourd'hui. Oui, c'est possible. De toute façon, quand il y a des reconstructions, les clochers peuvent être détruits pour être reconstruits ailleurs. Voilà. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ici, on a une nef en tuile? Alors, c'est simple. Enfin, c'est simple. Le chœur, c'est à la charge du seigneur. Le chœur, dans le chœur, il y a deux catégories de gens qui ont le droit d'être enterrés dans le chœur de l'église. Le seigneur du lieu, alors là, comme c'est le collège de Saint-Martin de Tours, ça ne sera pas des religieux de Tours qui vont venir ici. Et puis ça peut être le prêtre du lieu qui peut être enterré donc au niveau du chœur. Donc la charge de la réfection du chœur, c'est au seigneur. C'est pour ça que le seigneur, s'il a plus d'argent, il fait les choses bien. En revanche, la nef, c'est à la charge de ce qu'on appelle la marelle, la fabrique. Aujourd'hui, on dirait le conseil paroissial. Et donc, très souvent, cette fabrique, elle n'a pas les sous. À Talcy, c'est à ce moment-là, finalement, en 1640, que quand il a fallu refaire le toit de l'église de Talcy, que Isabelle Salviati, à ce moment-là, dit « Je sais que vous n'avez pas les sous, moi je vous propose de le financer, mais à mes conditions. » Et si vous regardez aujourd'hui que vous êtes à l'intérieur de l'église, vous regardez le haut, vous verrez qu'il n'y a pas de prolongement. On voit qu'à un moment donné, il y a une coupure, dans le sens où il y en a une qui a été faite en 1640, et au niveau du chœur, ça a été refait en 1700. Et bien là, on voit que, comme la fabrique n'a pas beaucoup de sous, eh bien, elle a refait ça au moins cher, c'est-à-dire avec les tuiles. Voilà, les tuiles, pour faire simple, sont moins chères
que les ardoises. Alors je dirais pas que les tuiles sont roturières et que l'ardoise est noble, mais c'est un petit peu ça. Donc il y avait des Il y avait pas fabriques, d'armoire, quoi. il y avait des fabriques de tuiles dans Oui. tous les villages. Hein. Oui, j'ai retrouvé la mention d'un tuilier. Ouais. Mais après, l'ardoise, il faut la faire venir. Ah bah oui. Ça explique pas pourquoi il y a la moitié de l'autre côté qui est en argent. Ils avaient peut-être un peu d'argent. De toute façon, déjà, tomber sur un plan comme ça, c'est ultra rare. Voilà, je l'ai montré à un professeur d'université qu'on ne connaît pas, j'ai montré ça à des gens qui sont dans les archives. Bon, après, des fois, on tombe sur des pépites, mais là, le secteur de la Petite Beauce est riche en documents iconographiques. On a de la chance. Et puis surtout, conservés. Alors, il y a les charpentiers, il y a un autre métier. Ah, excusez-moi. Là, on a vu deux types de matériaux, donc la tuile, l'ardoise. Il y a aussi un autre type de matériau pour couvrir les toits, c'est le chaume. Des fois, on a la mention que les charpentiers doivent recouvrir le toit avec du chaume. Bon, c'est quand même moins courant. Alors, il y a les charpentiers, il y a aussi un autre métier du bâtiment qui vous a peut-être interpellé, n'est-ce pas Jocelyne? C'est donc les maçons. Car en effet, parmi eux, on trouve beaucoup de maçons originaires de la Marche ou du Poitou. Alors la Marche, c'est quelque chose dont les gens aujourd'hui ne connaissent pas beaucoup. Autrefois, la Marche, c'était un espace entre deux ensembles homogènes. La Marche, pour faire simple, c'est entre le bassin parisien et puis le bassin aquitain. Donc la Marche, c'est toute cette région, Limousin, Poitou, etc. C'est un entre-deux. Ce qui m'amène à en deux, les maçons originaires de la Marche ou du Limousin. Alors, tout à l'heure, j'ai indiqué pour Talcy, il y avait Juan du Noyer et Mathurin du Noyer, qui étaient frères maîtres maçons, originaires de la Marche, avec un autre personnage qui s'appelle Mathurin Marmouret. Alors, des maçons qui viennent de la Marche, déjà à Talcy en 1597, on trouve un certain Benoît Os. Pour Jaune, on trouve Mathias Petiot, maçon natif du diocèse de Limoges. On a aussi Léonard Fiodon, maçon à Villers-Xanthon, Jehan de Fonvielle, maçon à Ville-Sablon, François Deveau, maçon à Seury, Mathurin Delage, Georges Delage, maçon de la province de Poitou, qui sont mentionnés dans le registre de la Madeleine. On a Mathurin Doucet et Léonard Jaunon, maçon à la Chapelle. Bref, des maçons qui viennent de la Marche, c'est habituel. C'est quelque chose, voilà, les historiens le connaissent, mais c'est quelque chose qui est habituel. Sauf que, il y a déjà des maçons sur place. Alors, est-ce qu'ils s'entendaient bien, maçons sur place, puis maçons qui viennent? On ne sait pas. Et moi, si j'étais un maçon sur place et qu'il y a un maçon qui vient du Limousin, je l'aurais mauvaise. Alors, en tout cas, ces maçons qui viennent du Limousin, leur savoir-faire est reconnu. Des fois, les indications ne vont pas plus loin, et des fois, elles donnent le lieu exact d'où ils sont partis pour arriver dans notre petite Beauce. Alors, il n'y a pas que chez nous qui venaient, hein. Notamment, alors là, je vais aller au 19e siècle, quand on regarde au moment de la Commune à Paris, c'est-à-dire c'est un soulèvement populaire, quand on regarde ceux qui faisaient partie de la Commune, qui ont été exécutés au moment de la Commune, le troisième département d'où venaient les communards, c'était la Creuse. Donc ça veut dire que les maçons du Limousin et de la Marche, ça fait depuis très longtemps qu'ils se déplacent régulièrement pour venir dans les provinces un peu plus riches pour travailler. Et ces provinces, pour faire simple, c'est un gros bassin parisien. Donc c'est pas spécifique à nous. Alors d'où est-ce qu'ils venaient? Voilà, donc là, je vous ai indiqué les villages où sont mentionnés des maçons, originaires de la Marche ou du Limousin. Alors, on a Mathias Petiot, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est natif de Chanteloupe, dans le diocèse de Limoges. Pour Jehan du Noyer puis Mathurin du Noyer, on sait par un procès qu'ils viennent de Saint-Sulpice-les-Feuilles, et qu'il y a d'autres serviteurs maçons employés par Mathurin qui sont originaires de Saint-Hilaire-à-la-Treille, sans compter Jehan de Fonvielle, qui demeure à Ville-Sablon. Alors avec ces indications précises,
il est possible de chercher d'où ils sont partis. Voilà. Vous arrivez à voir? Donc, vous avez Saint-Hilaire-la-Treille ici, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Chanteloup et Fontvieille. Donc, quand on a des fois les noms, il ne faut pas chercher. Hein. On a les prénoms de Fontvieille, donc en gros, c'est vraisemblablement le lieu-dit ici. Alors, où est-ce que ces villages se situent? Je vous ai montré. Ils ne se situent pas très très loin de Guéret. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, la marche, le bateau. Alors, la dernière fois que j'avais fait la conférence, on m'avait dit, pour venir, c'est facile, ils utilisaient la 20 à l'époque, ça allait vite. Ouais, surtout que les déplacements se font à pied. C'était quelque chose. Alors, je vous ai même indiqué aussi aujourd'hui, donc, qui va où. Donc, celui qui de Saint-Hilaire-la-Treille et de Saint-Sulpice-les-Feuilles, ils vont à Talcy. Jean de Fontvieille, il allait à Ville-Sablon. Le fameux Chanteloup va à Jaune. De toute façon, à chaque fois, ils font beaucoup de communes. Puis, de toute façon, ils ont tous des liens de parenté. Enfin, beaucoup ont des liens de parenté entre eux. Et ensuite, eh bien, j'ai calculé la distance globalement. Donc ça, c'est une carte MAPI. À l'époque, ils n'en avaient pas. Mais bon, globalement, de toute façon, toutes les routes sont balisées. Il y a des auberges régulièrement. Enfin, et puis ensuite, ils sont encadrés par des plus vieux qui ont l'habitude de faire le déplacement. On voit que c'est quand même en ligne droite un déplacement d'environ quand même 200 km. Ça montre la certaine organisation. Alors, depuis quand est-ce que ces migrations existent? Alors, il y a des historiens, parce que il y a des historiens qui sont jamais d'accord entre eux. Alors, des fois, ils sont pas d'accord parce qu'ils n'aiment pas l'autre historien, donc il faut qu'ils trouvent une autre explication. Et puis, des fois, c'est parce qu'ils tombent sur des documents qui ne sont pas les mêmes. Il y a des historiens qui font remonter ces migrations au XVe siècle. Et puis, il y en a qui disent pas du tout, c'est beaucoup plus tardif. Alors, moi, pour la région dans laquelle je m'occupe, la Petite Beauce, des migrations qui portent sur les maçons du Limousin, à partir de la fin du XVIe siècle, on a des mentions. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc là, pour le XVIIe siècle, on en retrouve régulièrement. Et on en retrouve régulièrement dans les registres paroissiaux. Soit parce qu'ils se marient, soit parce qu'après s'être mariés, ils font des enfants, soit parce qu'ils décèdent. Et à chaque fois, c'est indiqué un tel venant de tel village du Limousin. Alors ensuite, pourquoi partent ces jeunes hommes? Pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Ceux qui partent, c'est parce que chez eux, globalement, c'est une région pauvre et qu'ils vont dans les endroits où la vie est plus facile. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de boulot, c'est que la terre, elle rapporte pas autant qu'ici. Alors, il faut quand même imaginer, donc il y en a beaucoup qui partent chaque année puis qui reviennent. Le but, c'est d'accumuler un pécule pour ensuite faire en sorte que la famille vive mieux. C'est classique. Ensuite, ceux qui ont de l'expérience encadrent les jeunes pour la bonne moralité de l'ensemble. Parce que forcément, si on se comporte mal dans un village, l'année d'après, dans le village, on ne va pas être bien accueilli. Et ensuite, ça veut dire que pendant qu'ils partent, même les pères de famille partent. Ça veut donc dire que la femme s'occupe de l'exploitation familiale. Ça veut donc dire que dans les meilleurs mois, quand il faut cultiver, quand il faut récolter, le mari, il n'est pas là. Il revient qu'à la mauvaise saison. Voilà. Donc c'était une vie dure. Donc, des migrants s'installent dans les villages de Petite Beauce et y habitent. Ils exercent le métier de maçon et emploient d'autres maçons plus jeunes qui, eux, continuent de venir depuis leur province d'origine. Et puis ensuite, ils s'installent dans nos villages l'espace de quelques mois et ils repartent en emportant les pièces de monnaie obtenues par leur travail. Ça, c'est fondamental. En octobre-novembre 1612, on a le procès de deux d'entre eux, Jehan du Noyer contre Mathurin du Noyer. Ils sont tous les deux frères, mais il y a un procès qui les oppose. Alors pourquoi? C'est par rapport à un même travail. Ils se sont associés. Mais à un moment donné, il y en a un qui dit, c'est pas associé, moi j'avais trop de travail, je t'ai donné une autre partie du travail en sous-traitance. Et donc, c'est pas la même rémunération. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est assez compliqué, mais c'est assez intéressant de voir
comment on s'organisait à l'époque entre artisans. Le maître maçon et son équipe effectuent les travaux commandés, dont le prix est toujours convenu avec le client. Ils peuvent s'organiser de différentes manières. Comme j'ai dit tout à l'heure, un travail déterminé peut être fait conjointement ou bien en sous-traitance. Quand le travail est fait en association, donc, ils seront payés à égalité pour partager les profits. Et sinon, si c'est en sous-traitance, ils sont payés à la journée. Ça veut donc dire que des fois, dans les contrats, eh bien, alors les contrats sont souvent faits dans l'auberge. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont passés devant le notaire, puis le plus souvent dans le monde professionnel, on boit un coup, on s'entend chez le cabaretier ou chez l'hôtelier. Et donc, des fois, le mode d'association variait dans le temps. Au début, on a sous-traité, puis ensuite, à un moment donné, on s'est associé. Donc, il faut voir qu'il y a des fois des choses qui changent au fur et à mesure. Alors, par rapport justement à cette affaire de procès, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il montre les lieux où ils sont allés et les travaux effectués. Je vous montre. Donc, au cours de ce procès, ils expliquent que depuis Talcy, eh bien, ils ont fait un certain nombre de travaux, que ce soit à Roche, que ce soit au Petit-Unis, donc paroisse de Sery, que ce soit à Épier, en Redaumois, ou bien au Plessis-l'Échelle. Donc, je vous laisse regarder un petit peu, et ensuite, je reviendrai là-dessus. Oui. Je suis content, il n'y a personne qui dort. J'ai plus l'habitude. Alors, comme on peut le voir, leur déplacement peut les emmener quand même relativement loin. Notamment Épier en Vendômois, c'est quand même pas le plus près. Et lorsqu'ils vont assez loin, eh bien, les maîtres et leurs serviteurs ne font pas l'aller et le retour dans la journée. C'est évident. Nous, on se déplace en voiture, eux, à l'époque, ils se déplacent à pied. Donc, quand ils font un travail, un chantier, on dirait, assez loin, eh bien, ils restent sur place pour dormir. Et dans ces cas-là, eh bien, ce qu'il y a, c'est que la nourriture qui est offerte, eh bien, elle compte dans la rémunération de l'artisan, dans une fourchette d'environ 10 à 30% du prix total. Donc, ainsi que vous le regardez, mais ça, de toute façon, je vais revenir sur d'autres marchés à la fin. Une fois au village, est-ce qu'il y a intégration? Donc, tout à l'heure, je vous disais, à un moment donné, on a le 4 juin 1697, Mathias Petiot se marie. Donc, Mathias Petiot, fils de défunt François Petiot et de Françoise Moreau, natif du village de Chanteloup, paroisse de Rayé, diocèse de Limoges, demeurant dans cette paroisse de Jaune depuis 3 ans, maçon de sa profession d'une part, se marie avec Anne Fleury, fille de défunt Laurent Fleury et de Marie Fleury, etc. À chaque fois, au mariage, parmi les témoins, on a des maçons qui viennent assister au mariage de leur ami. Et puis voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre avec qui se marier pour pouvoir s'implanter au village. J'allais dire, de toute façon, les migrations d'aujourd'hui, c'est les mêmes migrations qu'autrefois. C'est pas forcément le même lieu, mais c'est toujours la même motivation, de meilleures conditions de vie, peut-être des fois fuir une région en guerre, mais à chaque fois, le but, à un moment donné, c'est si on peut faire souche. Bernard Sabatier, c'est la même chose, de toute façon. Aujourd'hui, à Talcy, on a des gens qui sont originaires de Bulgarie. Pour l'instant, ils viennent pour un travail temporaire. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, certains s'y installent définitivement. C'est logique. Ensuite, comme je vous disais, certains des fois décèdent sur place. Par exemple, Pierre Martin, âgé de 48 ans, maçon de la paroisse de Razé en Limousin, décède le 10 mai 1699. Et parmi les témoins, lors de l'inhumation, on aura encore des maçons. Et ensuite, ce qui montre qu'ils s'intègrent vraiment, c'est quand ils commencent à acheter de la terre, à acheter des terrains. Ça veut donc dire
d'une certaine manière, on accepte de leur vendre. Donc ça veut dire qu'on reconnaît leur existence sur place. Donc dire que les Beaucerons sont méfiants, ça c'est l'évidence. Mais jusqu'à un certain point. Les Beaucerons ne sont pas toujours très très accueillants. Mais pas ici. Donc en effet, j'ai trouvé à Talcy, parce qu'à Talcy on est très accueillant, j'ai trouvé le 15 janvier 1620 Gilles Cosson, vigneron à Talcy, et Jacqueline Brisset, sa femme, qui vendent à Jehan-du-Noyer, maçon, désormais installé à Morée, 2 pièces de terre qui sont assises au noyer Roland, contenant un minot et une bosselée de terre, soit environ 20 arts, c'est-à-dire 1/5 d'hectare. Donc, quand on commence à acheter, alors qu'on est originaire du Limousin, c'est qu'on s'installe vraiment durablement et définitivement. Et ensuite, ce qui montre aussi leur intégration définitive, c'est quand ils font partie de la communauté d'habitants. La communauté d'habitants, c'est un peu, allez, pour faire simple, l'ancêtre du conseil municipal. Donc, quand ils sont intégrés à cette liste de ceux qu'on appelle la plus grande et saine partie des habitants, ça veut donc dire qu'on compte sur eux, qu'ils ont une assise financière. Et donc, des fois, on trouve les maçons du Limousin qui font partie de cette communauté d'habitants. Voilà. Alors, juste pour montrer, on voit que depuis Talcy, leur rayon d'action pour ces maçons, c'est quand même 13 km. Donc, j'allais dire, après, ils sont en concurrence avec d'autres maçons qui sont dans le secteur. Après, il y a aussi le bouche à oreille qui fait que un bon maçon, forcément, on va aller le chercher plus loin. Mais bon, ça montre un petit peu leur rayon où ils pouvaient être contactés. Et les déplacements, ils faisaient en vélo. Monsieur Bouvet, j'entends. Les déplacements, ils les faisaient. J'ai entendu. C'est une autre façon pour dire taisez-vous, monsieur Bouvet. Donc à pied. Alors, ils faisaient les déplacements à pied, mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne se déplaçaient pas avec les matériaux. C'est-à-dire que quand il y a des chantiers à faire, c'est pas à l'artisan d'amener son matériel, enfin si, j'allais dire ses instruments, enfin, voilà, ses outils. C'est au client d'apporter les matériaux, notamment les pierres et tout ça. Ce qui m'amène au grand 3, parce que ce que je vous dis pour l'instant, c'est un peu... ça manque un peu de consistance dans le sens où on ne sait pas trop en quoi consiste leur travail. Donc là, je vais parler de différents marchés, donc toujours dans le domaine du bâtiment. Alors, qui sont les clients? Il y a des particuliers, il y a des seigneurs, et puis il y a des fabriques. Comme je vous le disais tout à l'heure, les fabriques, c'est l'ancêtre du conseil paroissial. Par exemple, je me suis intéressé à une archive que M. Coursimo, ici présent, m'a abondamment volée, parce que je lui ai donné surtout, c'est-à-dire les barguilliers de la fabrique du Villers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la chapelle du Villers, c'est une belle petite chapelle, animée par des gens bien, bien gentils et puis bien... Merci. Je te fais de la pub. Hein. Non, mais cette chapelle du Villers avec des fresques du XIIIe siècle, c'est quand même... voilà, tout est dit. Donc, de la chapelle du Villers, eh bien, en 1695, voici ce qui est dit. Les rendons-comptes, donc les rendons-comptes, c'est-à-dire ceux qui se chargent de cette fabrique, ceux qui donc gèrent l'argent du conseil paroissial, ont payé à Michel Bortier, charpentier et couvreur, pour avoir couvert le clocher, fait la charpente et autres ouvrages, et pour cela, ils ont payé 80 livres. Ils ont payé au notaire pour la minute, le contrôle et la copie du marché du clocher, 26 sols. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, c'est pas les euros et les centimes, c'est les sous, les deniers et les livres. Voilà. Le franc, il n'apparaît qu'avec, pour faire ça, enfin s'il y a déjà des francs qui sont utilisés au partir du Moyen-Âge, mais vraiment comme monnaie, on va dire avec la Révolution et Napoléon, surtout Napoléon. Ensuite, ils ont payé à Léonard Jonon, maçon qui vient de la Marche. Ils ont payé à Léonard Jonon pour une journée de maçonnerie et autre travail, 4 livres, 5 sols. Ce qui peut sembler bizarre, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est au client le plus souvent de fournir les matériaux. Ainsi, on a le 23 mai 1650 à Villemusard est conclu un marché entre honorables hommes. Donc, honorable homme, ça veut dire quelqu'un qui est de la bonne société,
Daniel Courtiou, au nom et comme receveur de Roche, donc ça veut dire que c'est pas lui le seigneur de Roche, mais c'est lui qui tient la gestion du domaine. Donc receveur de Roche et des veuves, sous-entendu la petite veuve et la grande veuve. Donc il fait marcher avec Estienne Ardran, qui est maître tailleur de pierre et maçon, qui demeure à Villemusard pour faire les ouvrages de maçonnerie au lieu seigneurial de la Grande Veuve, paroisse de Roche. Alors, il demande un mur autour du jardin de la Grande Veuve, de la hauteur de 6 pieds. Un pied, c'est quelle taille? Alors, il y en a qui vont me dire ça dépend de la pointure. Un pied, pour faire simple, c'est 30 cm. Donc quand on a un mur de 6 pieds, ça fait un mur d'1,80 m. Donc, un mur de 6 pieds hors le fondement, de largeur et épaisseur de celui qui avait été fait autrefois, couvrir ce mur de chaume, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que les tuiles ou l'ardoise, il y a aussi le chaume. En même temps, pour un mur, c'est une matière moins noble, le chaume, puis beaucoup plus courante. De plus, Ardran sera tenu de fouiller à ses dépens la terre qui conviendra pour faire le dit mur et la charger à ses dépens. Sous-entendu, dans le mur, on met de la terre. Ça fait une sorte un peu de torchis. Le bailleur Courtiou sera tenu de fournir les pierres, si celles-ci autour du jardin ne suffisent pas, avec le chaume. Ce marché est fait moyennant la somme de 48 livres au tournoi. Ardran devra avoir terminé à la prochaine Saint-Michel. Voilà, ça c'est un exemple type des marchés que l'on trouve. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a les tenants et aboutissants. Voilà. Ensuite, je vous donne ce que j'ai l'habitude de vous donner, c'est-à-dire le matériau brut de l'histoire. Ça. Il faut du document. Pas d'histoire sans document. Alors, je vous laisse chercher, trouver quelques mots que ça me fasse plaisir. Déjà, est-ce que vous avez trouvé l'année? C'est bien. En effet, c'est l'après-midi. Ça ne dit pas quel jour. Vous ne progressez pas d'une fois sur l'autre. Hein. Il y a 20. Allez. Il y a 20. Du 21e jour d'avril, l'an 1620 à Talcy, après-midi. Donc on est en 1620. Pas d'autres mots? Il y a jour, Troisième ligne, il y a Talcy à gauche. C'est excellent, excellent. il y a jour. Je te mets un TBN. Ça c'est pour les parents d'élèves qui comprennent. Il y a un homme à foi. Fut présent en sa personne Jean Cosson, donc Jean Cosson, le jeune. Est-ce qu'il doit y avoir un vieux? On ne dit pas le vieux, on dit l'aîné à cette époque-là. Souvent, c'est le père qui s'appelle Jean Cosson, et puis le fils qui s'appelle Jean Cosson, donc Jean Cosson l'aîné, Jean Cosson le jeune, bien le grand frère, le petit frère. Donc Jean Cosson, il est vigneron, demeurant à la Sixte. On est à la Sixte. On fait du local. Paroisse de Talcy, lequel, connu, donc connaît, et confesse avoir fait de la triche. Attendez, j'ai hésité 3 secondes. Hein. Avoir fait marché. Donc c'est un marché, donc c'est un marché d'artisanat. Avoir fait marché avec Mathurin Dunoyer. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, Mathurin Dunoyer, maître maçon, demeurant à Talcy, et à Jacques Billard, qui est charpentier. Il y avait déjà des charpentiers à Talcy. Charpentier et couvreur, demeurant audit Talcy à ce présent. Bon, 8. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande à faire tout simplement un pignon. Ah oui, c'est ça. Un pignon. Voilà, à faire un pignon et une
et une cheminée. Vous avez ici le C, H, voilà. Bon, quand on a l'habitude, on a l'habitude. Alors cette cheminée, j'en avais parlé à Sylvie, elle m'a dit, bah, peut-être que cette cheminée, c'est celle-ci. Peut-être. Ah oui, d'accord. Et voilà. Ah, Donc, je vous la remontre. la télé. Donc, ça aurait 400 ans. À moins que ça ait été changé depuis. Et donc ça aussi. L'antenne est plus récente, merci Josiane. Voilà. Donc, conclusion. Bah alors, on n'a pas vraiment de traces de... Alors les historiens à chaque fois aiment savoir si l'artisanat débouche sur l'industrie, si on a ce qu'on appelle de la proto-industrialisation. Bon, on n'en a pas vraiment de traces. Au XVIIe, c'est encore trop tôt. Les artisans s'intègrent pleinement dans la vie rurale, dans la vie agricole, je vous l'avais dit au début, c'est-à-dire qu'ils permettent d'améliorer les techniques, d'améliorer les rendements pour l'exploitation de la terre. L'artisan n'est jamais éloigné du travail de la terre. Ainsi, à Talcy, on a Jean Moulard, qui est dit couvreur et laboureur. On a Jacques Gendron, qui est dit boucher et vigneron. Donc à chaque fois, c'est un paysan avec une spécialité en plus. Ceux qui s'en détachent le plus étaient ceux qui faisaient les métiers du bâtiment. En effet, plus ils sont embauchés loin, plus on se doute que forcément, ils ne peuvent pas revenir chez eux pour exploiter la terre. Donc, pour l'essentiel, les artisans sont des paysans qui ont un métier complémentaire. Pour les métiers du bâtiment, on a des artisans qui, chez eux, ont quelques terres à exploiter lorsqu'ils n'en sont plus sur les chantiers. Je vous remercie. Alors, je vous mets mon adresse mail pour ceux qui veulent me contacter, parce qu'il y en a déjà qui l'ont exploité et ça me fait très très plaisir d'être en contact avec eux. Et si vous avez des questions, bah c'est le moment. Ça va, j'ai pas été trop long. Benoît, la migration des artisans, des tailleurs de pierre au Moyen-Âge, ça existait déjà pour les constructions des cathédrales? Bah oui. Mais j'allais dire, après, c'est des migrations de spécialistes. Les maçons qui viennent du Limousin, je pense qu'ils se sont spécialisés dans certains travaux, notamment il y a beaucoup de maisons quand elles sont construites, c'est les maçons du Limousin. Ils ont une spécialité qui est reconnue. Après, il se peut aussi qu'ils ont dû se spécialiser parce qu'il y avait déjà des maçons sur place. Donc s'il y a de la concurrence, on ne peut pas être sur un même créneau. Mais oui, les migrations, il y en a eu depuis très très longtemps. Mais ce dont tu parles, les tailleurs de pierre, ça ne court pas non plus les rues, c'est pas d'une région particulière. Mais oui, après, forcément, à chaque fois, ils sont appelés par tel ou tel chantier, puis c'est leur compétence qui fait la migration. C'est le compagnon. Oui. Donc justement, en tailleur de pierre, on a vu Ganave, il n'y a pas de tailleur. Alors, est-ce qu'ils n'étaient pas sur le lieu d'exploitation, enfin, pas d'exploitation, mais du travail de la pierre, parce qu'il y a sur ça où il y avait vraiment besoin, parce qu'il y avait un château, parce qu'il y avait... Alors que la pierre, on la met brute. Voilà. Peut-être. Il y a plein d'hypothèses qu'on peut faire, de toute façon. À chaque fois, un document amène des fois 50 000 questions. Pour répondre. Je vous trouve bien dur, monsieur Consignon. Je vous rappelle que je vous ai donné pas mal de matière pour votre petite brochure dont je ne ferai pas la publicité du coup. Monsieur Naprat. Oui, un petit élément d'information. Ouais. La migration des maçons, je pensais à ce que Philippe Bernardi a étudié pour le XIVe siècle, Ouais. c'est-à-dire des maçons venant du Piémont travailler à Aix en Provence. Au XIVe siècle, on les fait venir parce qu'ils ont des techniques pour faire des voûtements et des caves tout à fait spéciaux, donc vous voyez très très tôt. Hein. Moi, la question que je voulais poser, c'était les rapports entre la ville et les bourgs. Le point de vue de l'artisanat, parce qu'il est évident que, par exemple, les texiers peuvent travailler pour la communauté rurale, mais peuvent avoir aussi un débouché qui suppose évidemment un contact et des commandes avec les marchands. Et je suis complètement à question à propos d'un métier, d'un artisanat spécialisé, qui est celui, juste derrière vous, il y a une horloge,
XVIIe siècle, d'un horloger de mer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces métiers ultra spécialisés qu'on trouve à mer, qu'on trouve à bois, si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'il y avait un lien avec les campagnes? Oui. Eh bien, c'est encore une question où je vais répondre par je ne sais pas. Parce que finalement, j'ai rien trouvé qui permettait de faire le lien, justement. Parce que, pour faire simple, les horlogers de Blois, les Cuper, par exemple, ils étaient très très connus. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, c'était des protestants. Est-ce qu'il y avait un lien avec d'autres horlogers à mer? C'est possible, parce qu'il y a une forme de solidarité confessionnelle. Mais après, j'ai rien. Voilà, si j'avais eu quelque chose, j'aurais peut-être mentionné quelque chose. Déjà, le fait que je retrouve des protestants artisans, je suis assez content de moi. Mais après, de toute façon, les archives, elles sont assez sèches. Voilà. Donc, comme je vous dis, on a plein de questions. Puis, quand je pense justement au tisserand, je me dis, j'ai bien trouvé peut-être à un moment donné quelque chose en lien avec la ville, mais non. Mais je pense que les contrats, si toutefois il y en avait, c'est dans chez les notaires de Blois qu'il faut les trouver. Mais voilà, il y avait 6 études de notaire. Voilà, déjà là, je m'amuse pas pour faire tous les registres. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis sur le secteur. C'est pour ça que je commence à avoir des petites choses à dire. Mais depuis les minutes du notaire de Blois au XVIIe siècle, il faudra au moins 2 ou 3 vies. Ça, voilà. Mais après, pour tout ce qui est l'horlogerie, j'ai pas trouvé. Voilà. Ils étaient partis à l'époque où, avec la révocation des documents. Oui, les Cuper, oui. En Suisse, ils sont partis dans Ah, mais là, je vais pas aller en Suisse pour avoir des infos. Dans les Cévennes, ouais. Ah non, mais si on veut, après, la recherche, on met le doigt dans l'engrenage et puis tout le corps y part. Hein. Donc, déjà, Madame Méa avant moi avait testé. Je teste à mon tour. C'est pas désagréable, hein, mais bon, voilà, faut avoir du temps. Voilà, quand on est professeur, on a du temps à certains moments. C'est comme les artisans, on a du temps des fois, et puis des fois on en a moins. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, au sujet des maçons, tu évoquais leur intégration définitive lorsqu'ils étaient... Alors, pas forcément tous. Hein. Il y en a pour lesquels on a la preuve, oui. Quand ils intégraient la communauté d'habitants, oui. Qu'est-ce que tu entends par la communauté d'habitants? Alors, la communauté d'habitants, c'est, bon, pour faire simple, à Talcy, il y avait à peu près en 1619, j'avais trouvé 100 feux, une centaine de familles. Eh bien, la communauté d'habitants, c'est tous ceux, quand il y a des choses importantes à prendre comme décision, qui ne dépendent pas du seigneur. Par exemple, la répartition de la taille. En gros, à chaque fois, j'avais fait une conférence sur la taille. Donc, le roi, il impose, il faut payer tant d'argent. Et ensuite, c'est pas comme aujourd'hui au pourcentage de nos revenus, il y a besoin de temps. Ça se répartit ensuite par généralité, puis par élection, puis par paroisse. Donc, en gros, à Talcy, allez, on va dire, il faut payer 350 livres. Eh bien, à chaque fois, la communauté d'habitants, elle se réunit pour savoir déjà qui va se charger d'aller collecter les impôts, parce que c'est pas très très agréable. Donc, ça suppose des gens qui ont une certaine autorité et aussi une certaine assise financière, parce que s'ils n'arrivent pas à tout collecter, c'est sur leur fonds propres qu'il faut amener le supplément. Donc, la communauté d'habitants, c'est les gens sur qui on peut compter. Voilà. Et donc, à chaque fois, donc, c'est surtout par rapport à ça que la communauté d'habitants se réunit. Mais il y a aussi d'autres affaires, des fois. Je prends un exemple en 1585, ici à Talcy, où il y a Forest Salviati, qui demande à la fabrique et puis au conseil, le conseil habitant, globalement, était un peu avec la fabrique à ce moment-là, c'était pour déplacer le cimetière. On est en plein dans la guerre de religion. Le cimetière, ils voulaient l'enclore dans un système avec le château et puis l'église, parce que il y avait la Ligue qui... il y avait... en gros, le fort de Marchenoir était un peu pris par les ligueurs, si je ne me trompe pas, et ensuite, à partir de là, ils rançonnaient un peu tout le plat pays. Donc, en gros, si on voulait protéger les habitants du village, il fallait faire un système fortifié, le château ne suffisait pas, et donc, ils s'adressent au conseil de paroisse, donc à la fabrique, et au conseil... Voilà, la communauté d'habitants. En gros, les gens qui sont importants, qui comptent dans la commune. Ça veut donc dire que tous les gens, ce qu'on appelle les brassiers, les manouvriers, aujourd'hui on dirait tout simplement oui, les ouvriers, ils en font pas partie. Parce que d'un point de vue financier, ils comptent pas, ils ont pas de sous. Et puis que de toute façon, voilà, ils ont rien à défendre, c'est ce qu'on pensait. Et puis c'est pas eux qui participent le plus par rapport aux impôts. Donc voilà, la communauté d'habitants, c'est les gens importants. Alors, ça dépend ensuite. Des fois, on a une vingtaine de gens qui participent. Des fois, on en a une quarantaine ou une cinquantaine en fonction justement de la proposition qui est faite. Là, quand c'était déplacer le cimetière de Talcy sur la route de Comprier,
il y avait une cinquantaine, une soixantaine de noms cités. D'accord, mais c'est dans quel type d'archive? Parce que du coup, c'est pas dans... C'est les notaires. Chez les notaires, on trouve ça. Ouais. Mais bon, après, sur une année, sur 280 pages, tu trouves 3 documents. Voilà, c'est un minerai à faible rendement. Il faut passer du temps. Voilà. Des questions, M. Bouvet? Vous avez tout compris? Ce fut une époque. Ah là là, je sais pas comment j'ai fait pour être professeur d'histoire. Ah, tu dis rien. Il dit rien. Ah, il n'a pas intérêt. Je vais être au pied du mur. Bon, et ben en ce cas, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. Au pied du mur,